Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Pour l'anecdote, Ulysse en grec, c'est Odysseus. Donc l'Odyssée, il ne faut pas aller chercher bien loin non plus. Donc pour comprendre l'Odyssée, il faut oublier l'image simpliste d'un héros innocent poursuivi par des dieux cruels. Tout de suite, je vous le dis tout de suite. Et je ne vais pas vous raconter l'intégralité. Vous connaissez évidemment, j'ai déjà fait des émissions sur Ulysse, etc. Enfin sur chacune des épreuves en fait qu'a connu Ulysse. Je vais en parler bien entendu, mais je ne vais pas revenir en détail. C'est surtout, on va essayer ensemble de comprendre, de savoir ce que veut dire l'Odyssée clairement. Parce que Homère ne raconte pas seulement une succession de catastrophes, il raconte aussi comment certaines catastrophes naissent des choix des hommes. Et tout commence en fait avec une erreur, une seule erreur, une erreur d'orgueil. Après la chute de Troie, Ulysse et ses compagnons prennent enfin la mer. Ils rêvent tous de la même chose, revoir leur famille, revenir chez eux, retrouver une vie normale après 10 années de guerre, ça se comprend. Mais les dieux sont déjà mécontents. Les Grecs ont remporté une victoire éclatante. Pourtant, au lieu de remercier les divinités qui les ont aidés, eh bien, beaucoup se laissent gagner par l'hubris. Oui, l'hubris, c'est l'un des concepts les plus importants de la civilisation grecque. C'est la démesure. Le moment où un homme se croit supérieur à sa condition. Vous savez que c'est un sujet que j'adore, l'hubris. C'est le moment, vous savez, c'est le climax. C'est le moment où les personnages, quels qu'ils soient, surtout les vrais, que ce soit Napoléon, enfin les plus grands, même les plus grands personnages, en gros pètent les plombs, quoi, en d'autres termes, pour être clair, ont la grosse tête et c'est le début de la fin en général. Donc l'hubris, c'est la démesure. C'est vraiment le moment où un homme se croit supérieur à sa condition, le moment où il oublie qu'il est mortel, le moment où il pense pouvoir agir sans limite ni conséquence. Et vous vous doutez bien que les dieux détestent l'hubris. Ils peuvent pardonner la faiblesse, ils peuvent pardonner l'erreur, ils peuvent même pardonner le crime. Mais ils ne pardonneront jamais la démesure. Une première tempête disperse les flottes grecques. Et les navires d'Ulysse dérivent de rivage en rivage. Et ils affrontent les Cyclones. Ils découvrent le pays des lotophages, où certains marins oublient jusqu'à leur propre identité après avoir goûté le lotus. Déjà, apparaît un thème fondamental de l'Odyssée, c'est le danger de l'oubli. Oublier sa patrie, oublier sa famille, oublier qui on est. Mais, et vous le savez certainement, ce n'est qu'un prélude. Le véritable drame commence quand un épais brouillard conduit les navires vers une île inconnue. Une île paisible en apparence. Des pâturages, des troupeaux, aucun signe de guerre, aucun signe de danger. Tout semble rassurant. N'oubliez pas que ça fait 10 ans qu'ils combattent, donc ça fait un peu de bien de voir des choses simples, sans bruit, sans heurts. Et Ulysse débarque avec quelques hommes. Et bientôt, il découvre une immense caverne. À l'intérieur, des meules de fromage, du lait, des provisions. Ses compagnons veulent repartir immédiatement. Ils proposent de prendre quelques vivres et de retourner au navire. C'est certainement la meilleure décision qu'ils aient prise depuis le début du voyage, sauf que Ulysse refuse. Pourquoi ? Parce qu'il est curieux. Il veut voir le propriétaire. Il veut savoir qui habite ici. Il veut comprendre. Cette curiosité, c'est aussi l'une des grandes qualités d'Ulysse, comme je vous l'ai dit. Mais c'est aussi l'une de ses faiblesses. Il veut toujours savoir, toujours découvrir, toujours aller plus loin, trop loin même, quand le danger est évident. Cette fois encore. Et il attend. Et quand le propriétaire arrive, la catastrophe commence, parce que ce berger est Polyphème, le plus célèbre des Cyclopes. Un géant monstrueux, fils de Poséidon, un être qui vit en dehors des lois des hommes. Homère insiste sur ce point. Polyphème n'est pas seulement un monstre physique, il représente l'anti-civilisation. Il ne cultive pas la terre, il ne respecte aucune loi, il ne connaît ni assemblée, ni justice, ni hospitalité. Dans le monde grec, ça le place presque hors de l'humanité, voyez. Quand Ulysse lui demande l'hospitalité, il invoque Zeus lui-même, protecteur des voyageurs. Et Polyphème éclate de rire. Pour lui, les dieux ne signifient absolument rien. Et puis sans la moindre hésitation, il saisit 2 hommes, les fracasse contre la roche et les dévore. Et là, le cauchemar commence, ce qui est ultra cinématographique, évidemment, ça a été vu X et X fois. Les Grecs sont prisonniers, la sortie est bloquée par un rocher gigantesque, c'est donc impossible de fuir, impossible de combattre, impossible même de se cacher. Face à la force brute,
L'intelligence devient la seule arme possible. Alors Ulysse observe, il réfléchit, il attend, et il agit. Il offre au Cyclope le vin reçu chez les Cicones. Polyphème n'a jamais goûté une telle boisson. Il boit, et puis encore, et puis encore, et il boit tellement jusqu'à perdre conscience. Avant de s'endormir, il demande à Ulysse son nom. La réponse est devenue légendaire, vous savez, la réponse c'est « je m'appelle personne ». Une réponse totalement absurde, une plaisanterie, mais surtout un piège. Lorsque le Cyclope sombre dans l'ivresse, les Grecs chauffent un immense pieu d'olivier, puis ils l'enfoncent dans son œil unique. Les hurlements de Polyphème résonnent dans toute l'île, et les autres Cyclopes accourent. « Qui te fait du mal ?»« Personne. »« Alors si personne ne te fait du mal, laisse-nous dormir. » La ruse fonctionne parfaitement. C'est l'un des plus grands triomphes de l'intelligence sur la force dans toute la littérature occidentale, évidemment. Ça rappelle aussi David et Goliath. Enfin voilà, c'est la même chose. C'est l'intelligence face à la force qui triomphe fatalement. Mais c'est aussi l'instant où Ulysse aurait dû se taire. Le lendemain, les Grecs s'échappent sous le ventre des moutons. Ils rejoignent leur navire, ils sont sauvés. L'histoire pourrait donc s'arrêter là. Polyphème est vaincu, les marins sont libres. Le danger est derrière eux, mais Ulysse commet alors l'erreur qui va déterminer tout le reste de son destin. Alors que le bateau s'éloigne déjà du rivage, il ne peut pas résister. Il veut être reconnu, il veut que sa gloire soit connue, il veut que le Cyclope sache qui l'a vaincu. Alors il crie son véritable nom. « Je suis Ulysse, roi d'Ithaque !» Et cette phrase change tout. En un instant, Polyphème n'est plus un monstre vaincu. Il redevient le fils de Poséidon. Et il prie son père. Et sa prière est simple. Elle est terrible. Il ne demande pas la mort d'Ulysse, parce que la mort serait trop douce. Il demande qu'il souffre. Il demande qu'il perde tous ses compagnons, qu'il erre longtemps sur les mers, qu'il rentre seul, et qu'une fois revenu chez lui, il trouve encore le malheur. Poséidon entend. Zeus entend, et les dieux décident d'exaucer cette demande. À partir de cet instant, toute l'Odyssée est contenue dans cette malédiction. Les tempêtes, Circé, les sirènes, Charybde, Scylla, Calypso, les naufrages, la mort des compagnons, tout découle de ce moment, d'un seul cri lancé vers le rivage, d'une seule seconde d'orgueil en fait. C'est ça peut-être la plus grande leçon de cet épisode. C'est pas la force du Cyclope qui menace Ulysse, c'est même pas la colère de Poséidon, c'est l'incapacité du héros à rester silencieux après sa victoire. Parce que parfois dans la pensée grecque, le plus difficile n'est pas de vaincre, le plus difficile, c'est de ne pas s'en vanter.